Benoît Chérou, comment tu vas? Très bien, et toi? Écoute, je vois Ça que tu va. as Comme je te bien disais. décoré le sapin. Ah, ça y est, c'est un truc de ouf. Tu t'es moqué de moi en Ah off, non, tu le refais devant tout le je monde. me suis pas moqué de moi, je suis admiratif. Parce qu'il est très très bien décoré. J'aime bien la période de Noël, ouais, c'est festif, à l'image de ton décor. Je sens que je vais prendre cher pendant toute l'interview sur ce décor. Bah, du coup, c'est à Lille. Tu grandis, tu fais tes gammes petit à petit dans le monde pro. On va parler de stats un petit peu. Les stats, elles sont plutôt positives pour un jeune qui débarque dans le monde pro. Il y a beaucoup de matchs. Tu enchaînes les matchs, tu enchaînes un nombre important de matchs. Et tu bascules sous les ordres de Claude Puel. Ouais, Alors, Claude Puel, moi, j'ai grandi avec Claude Puel dans le foot, tu vois. Je l'ai vu à Lille et ça restera toujours dans ma tête, le Claude Puel de Lille. Super doué avec les jeunes, qui arrive à encadrer, à emmener un groupe avec lui, à structurer quand il faut. Un peu le deuxième papa. Tu sais, tu en as connu d'autres, parce que tu as connu Giroud, tu as connu du monde, mais un peu un deuxième papa. Quand tu passes de Vahid Halilhodžić à Claude Puel dans la vie de tous les jours, est-ce que on a les épaules qui se relâchent un petit peu parce que la tension elle est moins importante ou pas du tout? non, il y a toujours beaucoup d'exigences dans les séances d'entraînement, dans le travail demandé, même avec Claude Puel. Mais c'est sûr que quand tu as commencé avec Baïd, franchement, c'est facile avec les autres, quoi. Et j'ai même eu la chance, je vais te dire mieux encore. Avant Vaïd, j'avais eu en CFA à Lille Eric Guérit, donc qui a joué à Bordeaux et qui est maintenant dans le staff, je crois, à Bordeaux. Il était à Rennes Mhm. aussi pour superviser les autres équipes. Eric Guérit était très, très dur aussi. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir des entraîneurs comme ça et après de passer avec d'autres entraîneurs parce que tu as une rigueur, une exigence qui te demande, qui est normale en fait et qui te prépare pour les autres. Et Claude Puel, c'est vrai qu'il était aussi très exigeant, mais quand tu sors de 3 ans de Vaïd, tu peux affronter n'importe quel entraîneur. Bah, du coup, ça emmène à ma question d'après, parce qu'on arrive en. Tu fais 2 ans sous Claude Puel, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Les résultats, ils font un peu ça. Sur l'année où tu pars, en 2004, vous finissez, si je dis pas de bêtises, 10e du championnat. Mais toi, alors, dans ton esprit, comment ça se passe? Parce qu'on l'a dit, on est avec Claude Puel dans un club comme Lille, qui est un club important en France, mais qui n'est pas surmédiatisé comme certains autres que tu as pu connaître, comme à Marseille notamment. Qu'est-ce qui te pousse à partir en 2004? Qu'est-ce qui fait que tu décides d'aller autre part? Bon, en fait, c'est pas moi qui décide, hein. C'est Claude Puel. D'accord. Et en fait, je fais 2 ans avec lui, donc je suis assez régulièrement capitaine même. Ouais. En étant jeune, 21, 22 ans, parce que j'étais le jeune du centre, mature et que je jouais pas mal. Et puis, début de saison, on fait les matchs amicaux et je vois que je suis un match remplaçant, 2 matchs remplaçants, troisième match sur le banc. Claude Puel, c'est pas un coach qui communique beaucoup. Donc, je sollicite un entretien pour lui demander des explications. Je suis presque capitaine et l'année d'après, préparation, je fais pas les matchs amicaux. Donc, je vais le voir et il me dit, bah non, finalement, je compte pas sur toi. Et là, c'est une belle gifle pour moi. C'est une belle gifle parce que c'est comme un échec, quoi. Le coach te dit que il compte pas sur toi alors que tu étais capitaine parfois l'année passée et tout ça. Donc, je lui en ai beaucoup voulu, mais après coup, je l'ai remercié d'ailleurs, j'en ai reparlé, parce qu'il a eu le courage de me dire qu'il comptait pas sur moi et qu'il comptait sur d'autres joueurs. Et j'ai trouvé ça très honnête de sa part. Il y a beaucoup de coachs qui m'auraient dit, écoute, je compte sur toi, t'inquiète pas, et puis qui m'auraient fait jouer peut-être 10 matchs dans l'année. J'aurais été sur le banc la plupart du temps et Mhm. j'aurais perdu mon Mhm. temps. Lui il m'a dit, je compte pas sur toi. À partir de ce moment-là, j'ai cherché une solution pour partir. Et quelques jours après, le timing, enfin, la chance ou l'opportunité fait que Giroud m'appelle pour me dire que Timou Tainho, à l'époque, qui était titulaire et un joueur Incroyable. extraordinaire Mhm. de la JOCR, que j'adorais ce joueur, un super mec en plus, se blesse pendant la préparation et se casse la clavicule sur un choc. Et donc, il est out pendant 2 mois. Et donc, Giroud m'appelle et me dit, voilà, Tainho est blessé pendant 2 mois, je veux que tu viennes, tu as 2 mois pour me prouver que tu peux jouer à la GIA. Et donc là, j'ai dit, on y va. Et donc, j'y suis allé et j'ai fait franchement fin de préparation de folie. Je crois qu'un des premiers matchs, en plus, c'est contre le LOSC. Donc, je suis à Auxerre, on joue direct contre Lille. Je fais des bons matchs et après, je suis plus sorti de l'équipe. Ouais. J'étais destiné, franchement, je pensais pas, je pensais rester à Lille très, très longtemps. Et finalement, ce rendez-vous avec Claude Puel qui m'a fait beaucoup de mal parce que c'est une gifle. Hein. Quand ton coach il te dit je compte pas sur Mhm. toi, c'était une grosse gifle. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a fait partir. Je suis sorti de ma zone de confort. Je me suis remis en question dans un nouvel environnement. Et finalement, ces 3 années au CER m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Le coup de pied aux fesses, entre guillemets, après qui te sert de réaction pour trouver quelque chose, rebondir, etc., il est immédiat, où il y a des jours où ça met quelques temps avant que tu arrives à retrouver tes esprits et à dire, bon, allez, il faut rebondir. Non, non, je me rappelle. En fait, on a cette discussion avec Claude Puel le matin avant l'entraînement. Ouais.
Et donc, il m'explique ça. Et donc, on fait l'entraînement après, mais on fait un entraînement physique. Et l'entraînement physique, il était costaud avec Claude Puel. Et c'est vrai que j'étais à la ramasse à cet entraînement. Et à la fin de l'entraînement, Claude Puel me dit, tu étais à la rue aujourd'hui, est-ce que c'est par rapport à ce que je t'ai dit ou... Et moi, je voulais pas lui dire que c'était par rapport à ce qu'il m'avait dit, mais je pense que c'était lié. Mais après, une fois que cet entraînement et cette décision étaient digérées, j'avais la tête tournée vers mon avenir et vers le prochain challenge. Et ça a été à Auxerre et ça s'est bien passé sportivement. Même quand il t'explique qu'il ne compte pas sur toi, bah, il a toujours ce côté bienveillant. Il voit que tu es à la ramasse à l'entraînement, il veut te parler, il veut voir ce qui ne va pas, il va voir comment tu vas. C'est rare Ouais, dans le foot. C'est rare dans le foot. ouais, c'est vrai. Mais après, je pense que c'est quelqu'un qui communique pas trop, mais qui aime bien justement quand même ce rapport avec les joueurs, ce rapport à l'effort surtout. Et ça l'intriguait un petit peu de savoir comment j'étais mentalement, quoi. Bon, on bascule sur Auxerre. Alors, Auxerre, j'ai détesté ce club pendant toute mon enfance. J'étais supporter du Paris Saint-Germain et les souvenirs que j'ai contre la GIA, ils sont toujours négatifs. Mais c'est pas grave parce que il y a quand même des personnes dans ce club qui ont marqué mon enfance. Il y a Giroud, évidemment. Il y a Djibril Cissé. Il y a Tainio, tu m'en parlais. J'adorais ce joueur Top joueur. qui était Ouais. magique. Il était magique, ce joueur-là. Mais donc là-bas, tu fais forcément la rencontre de Giroud. J'ai eu la chance de rencontrer Djibril Cissé, le chouchou du coach, qui forcément a une analyse, une vision de cet homme-là. Et du coup, je me suis dit, comment toi, qui est arrivé après, qui n'a pas forcément vécu les échelons de la formation et du coup de créer des liens dès l'enfance avec lui, comment elle évoluait ta relation? Et je suis tombé sur une anecdote que tu racontes. Je vais te laisser la raconter parce qu'elle est magique, cette Ouais. anecdote. C'est l'anecdote avec les maisons, c'est ça? Ouais, l'anecdote Ouais. avec les maisons. Parce qu'il Ouais. y en a tellement d'anecdotes avec Giroud à Auxerre. L'anecdote avec les maisons. Ouais, non, en fait, quand je signe à l'AGIA, donc je suis dans le bureau au stade de la Baie des Champs avec le président Hamel, Giroud, mon agent. Et donc, une fois que j'ai signé, Giroud me dit, allez, viens, c'est bon, on y va, on peut y aller. Donc, il laisse le président Hamel, il laisse mon agent et il me dit, suis-moi. Donc, on va sur le parking, je le suis, évidemment, c'est Giroud, tu le suis. Ouais. Quand il dit, suis-moi, tu le suis. Il me fait rentrer dans sa voiture et je ne sais pas ce qu'on va faire, où on va. On roule pendant 5-10 minutes et il s'arrête devant une maison. Donc il me dit, allez, on sort. Donc on sort, je m'exécute et il sonne au portail de cette maison, ça répond pas, il ressonne, ça répond pas. Et là, je le vois, en fait, il me dit, c'est la maison d'un ancien joueur, je sais qu'il est parti, et donc elle est allouée maintenant, il faut que tu trouves une maison, tu as signé ton contrat, le plus important, c'est que tu sois bien dans ta tête, que ta famille soit bien. Donc il faut que tu sois bien installé et on va te trouver une maison. Comme ça sonne, il y a personne qui répond à l'interphone, il saute par-dessus le portail, il escalade le portail, il saute le portail. Donc moi, je regarde à droite, à gauche, je me dis, il y a Giroud qui saute le portail, il y a une caméra cachée, c'est pas possible. Et donc, je saute le portail, je l'écoute, hein, c'est le boss en plus à Auxerre, tu sais que Ouais. tu comprends vite que c'est le patron. Et on s'approche de la maison, il essaie d'ouvrir la maison, il n'y avait personne, c'était fermé, on regarde par la fenêtre, il me dit, elle te plaît pas, allez, viens. On va visiter 2 autres maisons encore pour que tu t'installes rapidement. Et donc, voilà, me voilà à sauter le portail pour visiter des maisons avec Giroud. C'était improbable, improbable. L'image de Giroud qui est en train de grimper, elle Euh, sera gravée dans ma tête. et C'est moi non. incroyable. C'est incroyable. Mais du coup, bah, ça répond un peu à ma question parce que je te demandais comment on tisse des liens, comment on crée une relation avec Giroud quand on n'est pas passé forcément par les étapes du centre de formation, etc. Ça se fait tout seul, en fait. Il le crée tout seul. Oui, parce que c'est le patron et qu'il est respecté, donc c'est le meneur, donc tu le suis. Et la grande force de Giroud, c'est que c'est un très très bon manager. Donc il sait comment tirer le meilleur de chaque joueur qui est dans son vestiaire. Il sait qu'à toi, il faut te caresser dans le sens du poil. Ton voisin, il faut lui mettre un petit coup de pied au cul de temps en temps parce qu'il a tendance à s'endormir. L'autre, pas besoin de lui parler parce que ça roule et il n'a pas envie qu'on l'emmerde. Et il a vite compris que moi, j'étais dans la troisième catégorie. Il me l'a dit une fois, il m'a dit, toi, je sais que t'inquiète pas si je te parle pas, c'est que je sais que tout va bien et que t'inquiète pas. Donc je dis, je m'inquiète pas, coach, on avance comme ça. Et donc voilà, son management, c'est là où il est très très fort, quoi. Il sait tirer le meilleur de chaque joueur et comment parler à chaque joueur différemment. Du coup, comme on a dit, tu quittes le LOSC, tu es quand même relativement jeune, tu es un jeune joueur. La différence entre le Benoît qui arrive à Auxerre et le Benoît qui quitte Auxerre, elle se manifeste en quoi la différence dans ton comportement, dans ta vision de la vie en tant qu'homme et en tant que joueur? Quand j'étais à Lille, en fait,
je suis arrivé au centre de formation et j'étais un adolescent et je suis parti en étant un homme parce que j'avais de 21, 23, 22, 23. T'as Bref, 23, ouais. ouais. Quand tu es dans ton club formateur, tu connais tout le monde. Tu connais les jardiniers, tu connais le gardien du stade, tu connais les personnes qui lavent les vêtements et t'es le petit de tout le monde parce qu'ils t'ont connu et que t'étais petit et qu'ils te couvrent un petit peu. Et en fait, je me suis jamais posé la question quand j'étais au LOSC de plan de carrière ou de trucs. Quand est-ce que je vais partir? Si je vais partir dans un plus grand club? C'est vrai que c'était une question que je me posais pas trop. J'étais content. Le club évoluait bien, donc je progressais avec lui et je me posais pas la question de partir. Et en fait, le fait de me retrouver au Auxerre, bah, là, confronté à un deuxième club, et, euh, et en fait, je me suis vite imposé à Auxerre. J'étais capitaine aussi à Auxerre. Et là, je me suis vraiment imposé et j'avais envie à ce moment-là d'aller encore plus haut et de dire, voilà, faut que je sois bon au CER pour être le plus performant possible et pour avoir le plus d'opportunités possible d'aller dans un club encore plus haut que la GIA. Et c'était ça un petit peu mon état d'esprit. Après, au niveau familial, bah, à Auxerre, je me suis marié, j'ai eu ma fille qui est née là-bas. Donc forcément aussi, tu gagnes en maturité Hmm. et tu vois un petit peu plus loin aussi. Ouais. Donc, il y a une grosse différence entre le jeune homme qui arrive et l'homme qui en sort quand même de ce club-là. Ouais, C'est une passe ouais, importante de pour ta ça, en vie. fait. À Lille, j'étais vraiment le petit du club. Hmm. Et quand je suis arrivé au Auxerre, bah, comme tu l'as dit, Djibril Cissé, c'était le petit du club. Il a grandi à Auxerre. Moi, j'arrive, il y a déjà pas mal de mecs en place. Il faut refaire la place. Alors qu'à Lille, voilà, j'étais chez moi, en Hmm. fait. J'étais à la Ouais, maison. ouais. Là, j'arrive autre part. Et donc, ça te fait travailler sur toi. Ça te sort de ta zone de confort et tu apprends et tu progresses et tu mûris. Il y a la petite anecdote dans l'évolution de ces 3 saisons, de ces 3 années, pardon, à Auxerre, c'est que tu quittes le LOSC, Auxerre est devant, quatrième, je crois, est devant vous. Sur toute ta période où tu es à la GIA, le LOSC finit devant vous. Nous, dans le grand public, quand on voit ça, on a tendance à se dire, ah, il s'est planté. Quand tu es joueur de foot, est-ce que déjà ce détail-là, il est important? Et de deux, comment est-ce que l'aspect collectif d'un club, l'évolution d'un club, les résultats, etc., joue un rôle sur la vision, toi, là, dont on vient de parler un petit peu, du joueur qui est arrivé dans un certain état d'esprit, avec une certaine maturité qui ressort différemment. À quel point est-ce que ça joue un rôle dans ton analyse de ton passage au club? Ouais, c'est une très bonne question parce que ça te laisse pas indifférent quand tu joues contre ton ancien club et tu regardes toujours le classement, évidemment, de ton ancien club, comment il est. Et je veux pas dire que tu as envie qu'ils perdent parce que pour prouver qu'ils avaient tort, mais un petit peu Mmh. quand même. Mmh. Et je te dis, quand je signe à Auxerre, je crois que le premier ou le deuxième match, on va jouer à Lille. Et là, évidemment, je suis titulaire et j'ai envie de faire le match de ma vie pour montrer à Ouais. Claude Puel qui s'était trompé et voilà, que je suis meilleur que les autres qui étaient à Lille. Donc forcément, il y a un côté émotionnel qui prend le pas quand tu joues contre tes anciens clubs, surtout aussitôt après ton transfert et surtout que c'est la première fois en fait que ça m'arrive de jouer contre mon ancien club. Mmh. Ensuite, j'ai eu la chance à Auxerre de jouer à la Coupe d'Europe tous les ans, d'être qualifié donc dans les 5, 6, 7 premiers. La première année, on gagne la Coupe de France, donc je gagne un titre. Donc j'étais très épanoui parce que je jouais tous les matchs. Ça se passait bien sportivement. Et en plus, on était bien classé aussi. Donc, c'est sûr que LOSC a eu des belles années pendant ce Ouais. temps-là. Mais pour rien te cacher, je me rappelle qu'après ma première ou la deuxième année à Auxerre, Claude Puel était toujours au LOSC et il a voulu me faire revenir au LOSC. À un moment donné, il y avait des contacts qui s'étaient créés pour me faire revenir parce que lui aussi, il voyait un Benoît Chiroux différent, plus mature sur le terrain, un joueur différent aussi. Mmh. J'ai été meilleur à Auxerre qu'à Lille. Et donc, il avait eu cette intelligence aussi de se dire, voilà, j'ai dit que je comptais sur d'autres joueurs à l'époque, mais il a progressé, peut-être que maintenant il est meilleur. Enfin voilà. Donc c'est une perpétuelle évolution et il faut toujours avancer, quoi. Il faut regarder devant et pas derrière. On arrive en 2007. En 2007, du coup, on l'a dit, tu arrives à 23 ans, tu repars à 26 ans. Vous finissez huitième, on l'a dit, derrière moins bien que le LOSC. Dans ta tête, à ce moment-là, après ce cycle de 3 années, tu es comment? Parce que tu es quand même dans un club qui, certes, sur ta période, a des résultats qui sont, je pense, un peu en deçà de ce que toi, tu attendais. Mais quand même, tu me parles d'un club où tu évolues bien, où tu te sens, même si ce n'est pas ton chez toi, c'est presque ta deuxième maison à ce moment-là, parce que le coach, Ouais. l'environnement, il est quand même très familial à la GIA. Dans ta tête, il se passe quoi? Comment l'idée de départ est grandie? Bah, j'enchaîne les bons matchs. Je suis capitaine. On joue la Coupe d'Europe et ça se passe bien. Franchement, je suis très épanoui, mais j'ai envie ouais, d'aller voir
d'aller voir plus haut, tout simplement. Et je commençais à être sollicité aussi. Donc, quand tu es sollicité, bah, forcément, tu dis que tu mérites d'être dans un club plus huppé. Et voilà, j'étais prêt. Et c'est sûr que je me rappelle d'une discussion avec le président Hamel après le dernier match de championnat Mhm. que j'ai fait avec la GIA. On était à l'aérodrome de Branche, à côté d'Auxerre, donc là où on prenait l'avion. On part en vacances, mais je veux quand même m'entretenir avec le président pour lui dire que je voulais partir. Et là, je l'interpelle, je lui dis, président, j'ai passé 3 super saisons, mais je suis déterminé à partir cette saison. Et lui m'avait répondu, il m'avait scotché, il m'a dit, mais moi, je suis déterminé à te garder. Donc, et j'ai pas su quoi répondre en fait quand il m'a dit. Je lui dis, j'étais sûr de moi. Je lui dis, je vais lui dire que je veux partir. Je suis déterminé à partir. Il m'a dit, bah moi, je suis déterminé à ce que tu restes. Et donc là, je me suis dit, ça va être compliqué parce qu'il est têtu, il est dur en affaires. Ouais. Et après, bon, je suis parti en vacances, j'ai laissé faire mon agent et voilà, les contacts ont été beaucoup plus avancés avec l'OM. La JOCR, il trouvait son compte parce que c'était Jean Fernandez le coach. Dans mon transfert, en fait, il y a un échange aussi avec Touafilou Maoulida, qui était à l'OM et qui signait à Mhm. Auxerre. Mhm. Donc, ça a aussi facilité le fait que je puisse partir à l'OM. Il y a d'autres pistes à cette époque-là ou pas? Ouais, il y a d'autres pistes. Il y a d'autres pistes. Il y avait Bordeaux qui marchait bien avec le coach Ricardo qui m'aimait bien. Un petit peu à l'étranger, mais pas des pistes aussi sérieuses que celles de l'OM. Bon, en général, quand je parle de l'OM jusqu'ici, j'ai très souvent eu des gens qui étaient originaires du Sud ou qui avaient grandi un peu avec l'OM dans le sang. Toi, tu es de la région parisienne, donc c'est pas ton cas. Mais quand l'OM t'appelle, est-ce que quand on est parisien, enfin, c'est même pas, je veux même pas insister sur la rivalité Paris-Marseille parce que c'est pas tellement le propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on n'est pas de cette région-là et qu'on est appelé par ce club-là. Est-ce qu'on a le même engouement et le même sens de l'importance de ce club, avec l'excitation, le défi et tout qui va avec, que d'autres joueurs qui peuvent être contactés? Je peux pas parler pour les sudistes. Tu vois, j'ai un grand pote qui s'appelle André-Pierre Gignac qui a grandi à quelques kilomètres du Vélodrome et c'est sûr qu'il a entendu parler de l'OM depuis qu'il est tout petit. Moi, je suis né en 81, donc en 93, j'ai 12 ans. Donc la finale de la Coupe d'Europe, je me rappelle, il y avait des klaxons, y compris à Colombes où j'ai grandi. Mhm. C'était la fête dans la rue aussi, peut-être pas comme sur le Vieux-Port à Marseille, mais c'était la France qui gagnait la Coupe d'Europe, c'était pas Ouais, l'OM en fait. ouais. Et donc, j'étais baigné par cette épopée-là, par Chris Waddle, Jean-Pierre Papin. Et en plus, en étant en région parisienne, j'étais au Racing et c'était le club rival du PSG. Donc, depuis tout petit, j'ai eu comme club rival le PSG. Et c'est sûr que le PSG, c'était le grand club de la région parisienne parce que c'était le seul club pro. Et le Racing, c'était le deuxième club de la région parisienne. Mais en jeune, on les tapait à chaque fois et c'était le gros match de jouer contre le gros club du PSG, c'était le gros club. Donc, je ne vais pas dire que je suis anti-PSG parce que c'est pas vrai, mais il y avait toujours cette rivalité avec le PSG depuis que j'étais tout jeune. Et cette épopée de 93, évidemment, pendant ces 4-5 ans où l'OM marchait sur l'Europe, quoi, Mhm. qui a bercé ma jeunesse quand même. Bon, quand tu arrives à la GIA, Djibril Cissé, tu le rates de ça. Quand tu arrives, il part. Mais du coup, à l'OM, vous arrivez en même temps. Là-bas, il y a aussi, tu croises Zenden, tu croises Nasri, tu croises Valbuena, Habib Bey et j'en passe. Donc, vous avez vraiment une équipe costaud. L'OM que tu rencontres, il finit dauphin de l'OL. Est-ce que l'encadrement et l'environnement que tu connais à la GIA, il est révolutionné par ce que tu rencontres dans un club comme l'OM qui marche aussi bien à ce moment-là? Ouais, forcément, je passe du club le moins médiatisé de France au club le plus médiatisé de France. Ouais. Donc oui, forcément, ça change. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais ça change. Après, quand tu joues à la GIA et que tu reçois l'OM, quand l'OM marque, il y a 80% du stade qui se lève parce qu'il il y a Ouais. plus de Marseillais que de supporters de la GIA dans le stade. Là, je me retrouve de l'autre côté et cet engouement, cette ferveur populaire, moi, ça m'a marqué, surtout quand on allait à l'extérieur. Au Vélodrome, tu sais que c'est le feu, bien sûr. Mais à chaque match qu'on faisait, on commence, je crois, premier match à Strasbourg. Mm. Tu arrives à l'aéroport à Strasbourg, il y a 50 personnes qui t'attendent à l'aéroport. Tu arrives à l'hôtel, il y a 50 personnes encore qui t'attendent là-bas pour des photos, des autographes, parler avec toi. Franchement, c'est le jour et la nuit entre ces deux clubs-là, évidemment. Mais il y avait un truc, en fait, à l'époque. Bon, maintenant, tous les matchs passent à la télé, tu peux tous les voir en replay et compagnie. Mais à l'époque, tu pouvais voir un, deux, trois matchs par week-end à tout casser. Et la GIA, il passait très rarement à la télé. Ouais. Donc mes performances, qui étaient très bonnes à la GIA,
il n'y a pas beaucoup de monde qui les voyait. Et donc, tu étais noté par le journaliste qui venait voir le match, dans l'équipe, le truc, le machin. Et finalement, tes performances, elles ressortent, qu'elles soient positives ou négatives, par l'œil d'un journaliste seulement qui te met une note le lendemain dans l'équipe. Quand tu joues à l'OM, tous les matchs, ils sont télévisés. Même les matchs amicaux, ils étaient télévisés à l'époque. N'importe qui voit les matchs, enfin tout le monde voit les matchs plutôt. Et donc tout le monde peut avoir son propre avis sur ta performance. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qui me tenait à cœur et qui m'a plu et qui m'a Hmm. permis justement de franchir un palier parce que voilà, moi, j'aimais pas trop parler dans les journaux, montrer ma tête et tout, et que tout le monde voyait mes performances sur le terrain parce que c'était télévisé et bien plus médiatisé qu'à la GIA, tout simplement. Ouais. Bah justement, quand tu me dis que tes performances elles étaient moins exposées que ce que tu as pu connaître à Marseille, du coup, on l'a dit, même pour les supporters de l'OM, avoir une vraie idée du joueur qu'ils recevaient dans leur club, bah, c'était compliqué. Alors, l'accueil que tu reçois de ce public qui est si particulier, si branché foot et avec cette ferveur-là, il ressemble à quoi? L'accueil il est toujours très bon au départ, même si il y a des joueurs, il y a toujours beaucoup de transferts pendant les périodes de mercato à l'OM. Ça fait partie de l'ADN de ce club. Il faut faire venir des noms, des joueurs. Il y a toujours beaucoup de turnover. T'as pas beaucoup de chance en fait à Marseille si ça se passe pas bien. Tu sors et on prend un autre joueur. Alors que dans un autre club où il y a moins de moyens, bah, on va essayer de te redonner une deuxième chance. À l'OM, t'as pas de deuxième chance. Et donc l'accueil est très bon. Une fois que les supporters voient que tu mouilles le maillot, voilà, tu es tout de suite accepté. Après, la remise en question, elle est perpétuelle, que tu joues à l'OM, à Auxerre, à Lille ou dans n'importe quel club. À chaque match, tu remets ta tête sur l'échafaud, quoi. Ouais, Tu es ouais, ouais. jugé et tu dois être bon. Et si tu es bon, on va t'applaudir. Si t'es pas bon, on va te siffler. Donc la règle du jeu, c'est la même. Sauf qu'il y a beaucoup plus de monde qui va te siffler à l'OM si t'es pas bon, beaucoup plus de monde qui va t'applaudir si t'es Ouais, bon. ouais, d'accord. C'est une grosse loupe en fait. Voilà, tout est plus grand, plus rapide, plus important, quoi, plus excessif. Bah, j'ai eu qui est passé par Marseille. Il y a eu Djibril Cissé, il y a eu surtout Rémi Cabella qui m'a beaucoup parlé de cette ambiance, pas seulement le soir des matchs, aussi sur le fait que quand tu es à Marseille, ben, tu sors pas forcément, tu vis beaucoup chez toi, tu as moins l'opportunité de profiter de la ville et des sorties qui peuvent animer ton quotidien. Par exemple, on parlait d'Auxerre. Tu peux sortir à Auxerre sans être sous les fans, sans voilà, être acculé par toute la pression populaire. À l'OM, c'est différent. Et lui avouait avoir été un petit peu parfois impressionné, que ça l'a empêché vraiment parfois de s'exprimer pleinement au niveau foot. Toi, comme tu l'as dit, tu n'es pas un joueur qui, en tout cas dans mes souvenirs, allait beaucoup au front, entre guillemets, devant les médias. Est-ce que ce côté un peu, je dirais pas timide, parce que j'appelle pas ça de la timidité, mais moins exposé, ça explique que ton image à Marseille, elle soit entre guillemets si lisse, entre guillemets, on parle dans le cadre de Marseille. Quand on voit que certains ont été hués ou à l'opposé, comme Drogba, sont vite montés au statut de légende, est-ce que ce trait de personnalité-là qui t'est propre explique que tu es un peu passé entre les gouttes? Ouais, c'est mon caractère. Après, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que j'aimais pas trop m'exposer médiatiquement, mais quand il y avait des crises, et je sais que j'en ai traversé Mm. des crises à l'OM, j'allais souvent au charbon parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur moi et que j'allais pas dire de conneries devant les médias et que j'allais calmer les choses plutôt que les envenimer. Et voilà, je pense que j'étais fiable par rapport à ça et le club a beaucoup compté sur moi par rapport à ça. Ensuite, par rapport à mon caractère et par rapport à l'image que je peux dégager, je sais que bah, j'y vais régulièrement pour commenter des matchs. Et quand je tombe sur des supporters, c'est toujours très positif Mhm. et j'ai laissé une bonne image. Après, comme je t'ai dit, j'ai toujours voulu être jugé sur mes performances sur le terrain et moi, je veux pas bluffer. Il y a des mecs qui marquaient des buts et qui embrassaient le blason, le truc. Et 6 mois après, ils étaient transférés dans un autre club et ils embrassaient le blason. Moi, la meilleure façon de montrer aux supporters que je vais tout faire sur le terrain, c'est voilà, de faire les efforts de mouiller le maillot. Et c'est la meilleure façon pour moi de rendre le respect qu'on me donne dans la tribune, qu'on me donne sur le banc par le coach ou par les dirigeants qui m'ont fait venir et qui me payent tous les mois. Donc, j'ai jamais triché par rapport à ça.
Et j'ai jamais voulu bluffer non plus, en faire trop, en faire des caisses parce que c'est pas ma personnalité. J'ai toujours détesté ça en fait. Et j'ai pas forcément beaucoup de respect pour les mecs qui font ça parce qu'il y a beaucoup de bluffs et tout le monde sait que quand tu es transféré 6 mois après, voilà, tu t'embrasses un autre blason. Et voilà, moi, je pense que je suis connu pour ça et je suis respecté pour ça. Et je pense que j'ai laissé une bonne image aussi pour ça. Ah bah, c'est sûr que tu as laissé une bonne image, ça c'est clair. Ça c'est clair que tu as laissé une bonne image. Parce que moi, j'ai pu le mesurer quand j'ai annoncé que je t'avais en interview. J'ai eu beaucoup de commentaires du style mon joueur préféré à l'OM, un vrai joueur de club avec des vraies valeurs. Ouais, on a eu plein de mots, les mecs ne te connaissent pas, c'est dingue. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que tu as laissé une bonne image. Et on l'a vu, tu as encore joué le match des légendes à l'OM. Et ton accueil, l'accueil qui t'était réservé, il était au niveau. Donc, Ouais, clairement, tu as c'était laissé cool. une belle image là-bas. En parlant d'image, là-bas, tu connais, quand tu arrives, alors il y a Albert Raymond qui est en poste pendant l'été, mais c'est surtout Eric Guéret. Et moi, Eric Guéret, bah, quand je pense à son OM, je pense à toi. Je ne sais pas pourquoi, mais Tu connais le foot, toi. Ouais, un petit peu. On essaye, hein. On essaye, hein. Mais c'est vrai que je pense à toi. Je sais pas, c'était un foot enthousiasmant, c'était un foot beau, propre, qui allait vers l'avant. Et pour moi, ça va un peu avec l'image du joueur que tu es, c'est-à-dire que tes milieux, alors, certains vont dire milieu défensif, mais moi, je trouvais que tu avais ce truc dans le jeu de porter vers l'avant de 8 aujourd'hui. Vraiment, tu sais, vraiment, on parle de relayeur aujourd'hui, c'était un peu Ouais, moins le ouais. cas à l'époque. Tu étais vraiment ça pour moi. Mais cette rencontre-là, tu m'as parlé des différents coachs que tu as connus. Est-ce que cette rencontre-là, elle est importante à l'OM, mais est-ce que pour toi, elle est importante à l'OM? Elle est importante pour l'histoire de l'OM, mais est-ce que pour toi, elle est importante aussi? Ouais, elle est importante parce que c'est un coach qui m'a fait confiance. Pour moi, c'était le meilleur coach que j'ai eu Ah, au niveau professionnel et surtout au niveau humain, en fait. Quand il arrive, on est 18e. Moi, je viens d'arriver, ça fait 3 mois. C'est déjà la crise. Je t'ai parlé que j'avais traversé pas mal de crises, mais c'est déjà la crise. On sait que ça peut être chaud à l'OM. Et quand il arrive, il instaure beaucoup de règles qui sont contraignantes. Venir plus tôt, prendre le petit-déj tous ensemble à l'entraînement. Après l'entraînement, on mange tous ensemble. Après les matchs, même quand à l'époque on jouait à Champions League, donc tu fais des matchs tous les 3 jours, tu reviens de 5 heures d'avion, des fois de Moscou, je sais pas où, d'Istanbul. Tu as envie de rentrer chez toi, on reste à la commanderie, on regarde le match, voir ce qui va pas, vidéo. Donc il y avait beaucoup de contraintes, mais qui en fait nous ont fait passer des moments de vie ensemble et qui font qu'on a passé 2 années extraordinaires parce que de passer de la 18e place à la troisième place, je crois qu'on hum, finit troisième hum. cette année-là, Ouais. c'était fantastique. Je pense qu'on a pris notre pied aussi sur le terrain parce que ça jouait bien. Et je pense qu'on a donné aussi beaucoup de plaisir aux supporters à ce moment-là. Ouais. On m'en parle beaucoup de cette époque-là. Ouais, c'était une très belle époque de l'OM. Et ça vaut cher pour un mec qui supportait le PSG de le dire. C'était une très belle époque de l'OM. D'accord, ok. Donc tu me dis, il était important. C'est le meilleur coach, tu m'as dit, hein. Tu m'as pas dit, il était important. Tu m'as dit, c'était le Ouais, meilleur coach que tu aies connu. Et ça vaut quelque chose. Vous faites troisième et vous faites deuxième après. ouais. Ouais. C'est une progression, elle est logique. L'OM parle de titre parce que la première année, vous faites troisième et c'est, si je dis pas de bêtises, Lyon qui gagne. Mais l'année d'après, c'est Bordeaux qui est devant vous. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu du comment, plus que du pourquoi, du comment de son départ à lui? Parce que tu me dis, c'est le coach qui a été le meilleur coach de ta carrière. Comment tu vis son départ? Ouais, on fait 2 saisons de qualité. Je pense qu'on méritait d'être champion même en 2009. Enfin, on méritait. On méritait peut-être plus par rapport aux prestations qu'on fournissait sur le terrain qu'en 2010, Mhm. où on a eu un peu plus de réussite et on jouait peut-être un peu moins bien, moi, je trouve. Mais Bordeaux avait marché sur l'eau à l'époque Ouais, avec Gourcuff, ouais. Diawara, Chamakh et compagnie. Et donc, c'est eux qui méritaient, évidemment. Quand il est parti, c'est vrai qu'on l'a pris assez tôt. Je crois que c'était en février ou mars. Et c'était, je pense, une déception, un coup dur pour tout le monde parce que tout le monde était proche. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on marquait, les joueurs qui marquaient, ils allaient lui sauter dans les bras. Et donc, ouais, on l'a vécu. C'était assez dur, mais bon, c'était pas notre choix. On le subissait et on n'avait pas notre part de responsabilité là-dedans, quoi. Donc, Mhm. c'était une discussion à l'époque avec Pape Diouf, les dirigeants. Et voilà, ensuite, on a su assez rapidement que c'était Didier Deschamps qui allait venir. Donc, on était content que ce soit un grand coach qui lui succède aussi. Quand tu dis un grand coach qui lui succède, ouais, c'est une belle introduction parce que j'allais dire, c'est pas moins bien hein, ce qui arrive derrière, c'est pas moins bien du tout. Et puis en plus, les résultats suivent. Mais quand même, justement, tu me dis, c'est un grand coach qui arrive derrière. Alors, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est à l'annonce du nom,
ta réaction déjà, c'est quoi? Je te dis franchement, quand j'ai su qu'Eric Gerets partait, j'étais sollicité à l'étranger notamment. T'es Et sûr je me que... suis dit, bon, s'il reste pas, c'est le moment de partir. Ouais, Parce qu'il y avait un bon club, notamment l'AS Rome à l'époque, qui m'avait sollicité. Et les contacts étaient assez approfondis. Et ensuite, quand j'ai su que c'était Didier Deschamps qui arrivait, j'ai dit, non, je pars pas, je reste parce que il a joué à mon poste et il a une expérience et un palmarès extraordinaire. Il va beaucoup m'apprendre. ah oui, donc ouais, l'annonce du nom, elle est très Ah oui, importante. Elle est très ouais, ouais. importante. D'accord. Et puis, il y a une discussion aussi. Une discussion avec lui. Il m'appelle assez rapidement quand il sait qu'il est nommé coach. Et tu vois, à l'inverse de Claude Puel à l'époque, qui m'avait dit je compte pas sur toi. Là, Didier Deschamps me dit je compte sur toi, je veux que tu sois un de mes leaders. On va jouer comme ci, comme ça. Tout de D'accord. suite, le courant passe bien et je suis enthousiasmé. Ouais. La deuxième question, c'était justement, tu me parles de ce début d'intérêt pour, même de ce gros intérêt pour la Roma. Finalement, ça ne se fait pas. Ton frère, il a connu l'étranger. Donc, même si c'est par procuration, tu sais un peu ce que ça peut provoquer, tu sais les émotions un petit peu positives comme négatives que ça peut engendrer. Quand tu es à l'OM, que tu es quand même un joueur important du championnat français, un joueur reconnu à ton poste, etc. Après ces 2 saisons-là, ou même après le titre, notamment, plus encore après le titre, est-ce qu'il n'y a pas l'envie d'aller voir ce que ça fait de se frotter à. Alors, j'aime pas dire vendre la première ligue en disant la première ligue, c'est forcément mieux que la France ou la Liga, c'est forcément mieux que la France. C'est pas trop dans cette idée-là, même si je suis un gros fan de première ligue et que la première ligue, c'est mieux que la France. Ça y est, Mais tu l'as dit. est-ce que toi, il y a quand même cette idée-là parce que finalement, on spoil un peu plus tard, tu t'en vas vraiment loin et tu as une expérience à Toronto. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui avec le recul, il y a un petit goût amer à se dire ah, j'ai pas connu ça quand même. Aucun, parce que la vie est faite d'opportunités. Comme on disait tout à l'heure, avec la blessure de Taino, je me retrouve à la JOCR. Ouais. J'ai eu des propositions quand j'étais à l'OM, presque tous les ans, Mhm. de clubs à l'étranger. Mais c'était pas mieux que l'OM, en fait. Donc, je D'accord. faisais le choix de rester parce que pour moi, l'OM était mieux que d'aller dans les clubs qui me sollicitaient à l'étranger. La touche en plus qu'apporte Didier Deschamps ou que vous, je sais peut-être votre maturité d'avoir à chaque fois presque touché le Graal et d'avoir échoué pas loin. C'est quoi la touche en plus à l'OM qui fait que justement vous arrivez à le choper l'année d'après? Je pense le recrutement déjà. Il y a eu beaucoup de recrutements avec Lucho González, Gabi Heinze, Mhm. Stéphane Mbia, Souleymane Diawara. Donc, c'est beaucoup de joueurs qui ont enrichi l'effectif. C'est un élément déterminant avec beaucoup d'expérience, en fait. Que ce soit par rapport au coach, mais aussi par rapport aux joueurs qui étaient sur le terrain. Plus d'expérience, plus de maturité et des joueurs qui ont gagné dans leur championnat, que ce soit Lucho, Gabi Heinze, Souley Diawara venait d'être champion avec Bordeaux. Je ne vais pas dire qu'il y a une recette pour gagner parce qu'il n'y a pas de recette pour gagner, mais il y a quand même des éléments qui reviennent et qui font que ceux qui gagnent, quand tu fais un cahier des charges de ce qu'ils font tous les jours à l'entraînement et dans la vie de tous les jours, il y a des lignes qui reviennent en fait. Ton évolution entre l'avant et après Didier Deschamps, en ayant en tête la période Eric Guéret, en ayant en tête les différentes étapes de ta carrière, parce que c'est quand même sur ces 3 années-là, les 3 premières années où tu joues le titre, même si tu échoues vous arrivez à la troisième puis deuxième, c'est quand même les premières années de ta carrière où tu joues le titre. Comment tu ressors de tout ça, toi? On l'a vu, Didier Deschamps, il est ressorti exténué de l'OM. Exténué. Toi, on parle d'une longévité de 7 ans. C'est pas donné de rester 7 ans à Non. l'OM et d'avoir une bonne image à l'OM et comme je disais passer entre les gouttes. C'est peut-être un peu péjoratif de le dire comme ça, mais en tout cas d'avoir une belle image et d'avoir connu même si tu as connu des moments de crise, d'avoir connu peu de moments où toi, tu es pointé du doigt pour tes performances ou autres. Comment on ressort de tout ça, de l'OM, après tant d'émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Tu le vois, hein, j'ai plus de cheveux là. Ça marque physiquement, hein. Ouais. Non, je ressors grandi, forcément. C'est sûr que, comme je te disais tout à l'heure, en passant du club le moins médiatisé de France au plus médiatisé de France, tout est exagéré, les bons côtés comme les mauvais côtés. Et donc, tu vis une vie en accéléré, en plus concentré, en plus. Voilà, tu as l'impression d'être un peu dans une machine à laver aussi. Mais Ouais. j'ai tellement de bons souvenirs et je suis tellement content, tellement fier de ces années à l'OM, justement pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce que j'avais l'occasion d'être sur le terrain, de prouver ce que je valais
et que tout le monde le voit sans avoir à crier dans les journaux ou me faire une teinture de cheveux en rouge ou voilà. Hmm. Hmm. Donc, comment je ressors moi apaisé, épanoui en fait, épanoui. Ouais. Épanoui parce que je gagne des titres, épanoui parce que je joue, épanoui parce que voilà, je suis reconnu à ma juste valeur et voilà, j'ai pas cette frustration que je vois des fois dans certains joueurs qui auraient peut-être préféré faire une autre carrière et tout. Franchement, je suis content. Si on m'avait dit ça quand j'étais au Racing à 6 ou 7 ans, j'aurais signé tout de suite. Bon, pour terminer sur la page OM, Bielsa, on l'a dit, on l'a un petit peu mentionné auparavant. Tu le connais peu, mais tu le connais. Sur la période où tu y es encore et que tu le vois arriver, tu ressens quoi? Parce qu'on l'a dit, tu as de l'expérience, tu fais partie des plus expérimentés du vestiaire. Tu as connu plein de choses différentes. Tu as connu Vaïd, tu as connu Puel, tu as connu Giroud, tu as connu plein d'anciens coachs avec des personnalités affirmées et des méthodes un peu différentes. Bielsa, est-ce que c'est encore au-dessus? C'est pas au-dessus, c'est différent. C'est différent à tout point de vue. Dans la communication avec les joueurs, c'est compliqué. Et dans les séances d'entraînement aussi, c'était complètement différent. Donc, très peu de plaisir à l'entraînement parce que pas de jeu, que des séquences de gamme, que des séquences de pressing où c'est un peu. C'est très dirigé. Donc, c'est pas au-dessus, c'est pas en dessous, c'est complètement différent de tout ce que j'ai connu avant. J'ai eu la chance, franchement, je suis content d'avoir Ah, vécu c'est la ces méthodes chance. de C'est la chance, l'intérieur. tu dis. Ouais. Ouais, parce que il y a un fantasme autour de Hmm. Marcelo Bielsa, tout le monde en parle. Soit tu l'adores, soit tu le détestes. C'est pour ça que j'insiste un Euh, peu. forcément, il fascine parce que il est différent aussi dans sa façon de s'exprimer. Tu vois, en conférence de presse, la façon de répondre aux questions, il parle de façon. Il est différent. Et c'est pour ça que je suis content de l'avoir connu. Mais je te dis, je pense que quand tu as 18-19 ans, c'est très bien pour progresser. Il y a des principes de jeu, des méthodes d'entraînement qui sont très bonnes, mais il y en a certaines qui, à mon âge, à 33 ans, voilà, je prenais pas beaucoup de plaisir. Ça précipite ton départ? Et bien sûr, ça précipite mon départ. Vous vous Je pense dites que c'est un quoi? tout, quoi. Lui il me dit que le président veut pas que je reste. Le président me dit que c'est lui qui veut pas de moi. Donc il y a un espèce de quiproquo. J'essaie de faire une réunion avec les deux pour justement mettre les choses au clair. Je pense avoir gagné ce respect-là et au moins ce temps-là de la part des deux par rapport à ce que j'ai donné à l'OM. Mhm. Cette réunion n'arrivera jamais et donc il y a toujours un doute par rapport à ça. Dommage que ça soit terminé de cette manière à l'OM, mais de la même manière que j'ai pris une belle gifle à Lille quand Claude Puel m'a dit je compte pas sur toi. Là, j'ai pris une belle gifle en me Mhm. faisant sortir de cette manière, pas très élégante, mais ça m'a permis d'ouvrir une autre page de ma vie, d'aller au Canada, en MLS, à Toronto, une ville extraordinaire, Ouais. et de vivre une expérience fantastique pendant 4 ans. Et franchement, de quelque chose de négatif qui m'est arrivé, où je pensais finir ma carrière à l'OM, même faire partie du staff et rester là-bas. Voilà, de me retrouver déraciné, d'aller à l'étranger, faire une aventure complètement différente. Franchement, c'était une expérience extraordinaire. Mhm. Ouais. De toute façon, il y a peu de gens qui reviennent du Canada et encore plus de Toronto et qui me disent, Ouais, franchement, c'était pas ouf. En général, les gens sont plutôt heureux, que ce soit par la qualité de vie, que ce soit par l'énergie de la ville, que ce soit par les gens, la nature des gens là-bas. exactement. Tout le monde est toujours bluffé. Dernière question sur la fin de cette aventure avec l'OM, parce que enfin, je n'étais pas un suiveur de l'OM, mais de par ce que tu représentais, j'ai senti de loin, à travers les articles, à travers la sortie, que tu étais un peu sorti par la petite porte, alors que tu méritais, alors je ne dis pas un jour férié, mais que tu méritais quand même un peu plus d'éloges, un peu plus de reconnaissance. Voilà. Quand cette page-là, elle se termine, vu la violence quand même de cette gifle-là, parce que tu m'as parlé de la gifle avec Puel, mais pour un joueur qui a fait 7 ans, on parle d'au moins encore 5 ans au club, c'est violent que du jour au lendemain, on dise, et en plus sans assumer, il y a un tel qui veut plus de toi ou un tel qui veut plus de toi. C'est un peu particulier. Comment même ta famille, ton entourage, elle la vit comment cette désillusion? Ouais, c'était dur parce que c'était brutal. On s'y attendait pas. Et ouais, c'est sûr que mes proches, ma famille, mes parents, ma femme, et même mes enfants, ouais, même mes enfants, ils m'en parlent maintenant. Ils me disent, ouais, Bielsa, il est méchant, il voulait pas de toi. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont entendu, mais la façon dont ils se représentaient la chose, ouais, Ouais. c'était quelque chose de
ouais, de négatif, un petit traumatisme, on va dire, mais c'est quelque chose qui nous a permis de vivre des choses extraordinaires après. Et c'est la vie, quoi. C'est comme Hmm. ça. On se prend des gifles, on se relève, on rebondit, et c'est ça le plus important, en fait, d'avancer. Ouais. Tu as connu la MLS, donc toi, tu m'as dit que tu t'es régalé par la vie là-bas et les gens, etc. Mais ta famille aussi, elle s'y est plus? Et ma famille aussi, comme tu l'as dit, Toronto, c'est une ville extraordinaire. C'est la ville du futur pour moi, où voilà, il y a une façon de vivre ensemble qui est exemplaire. Je pense qu'il y a beaucoup de villes dans le monde qui devraient prendre exemple sur Toronto. Hmm. Beaucoup de gens qui viennent du monde entier et qui arrivent à vivre ensemble de manière saine. Beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance et voilà, beaucoup de belles choses. À Toronto, j'ai pu voir suivre les matchs de NBA des Raptors, le hockey, le baseball, les concerts de Drake. Enfin, là, c'est la ville de Drake. Enfin, au niveau familial, culturel, c'est extraordinaire. Au niveau Ouais. sportif aussi, puisque j'ai eu la chance de gagner des titres, faire partie de cette équipe qui a fait gagner la MLS à Toronto alors qu'elle n'avait jamais gagné. Donc, des moments franchement exceptionnels, des rencontres aussi, et une ouverture d'esprit. Le fait de vivre à Ouais. l'étranger, voilà, au-delà de la langue, il y a une ouverture d'esprit. Quand tu reviens, tu n'es pas le même, en fait. Mais tu t'aperçois quand tu reviens aussi que la France, c'est un beau pays aussi, qu'il y a beaucoup de choses dont tu profites en France que tu ne te rends pas compte, en fait, quand tu viens en France. C'est un peu Ouais. comme ce que je te disais tout à l'heure. Quand j'étais au LOSC, que je sors du centre de formation, tu es dans un environnement que tu connais, en fait, tu as l'impression que tout est dû. Mais non, en fait, quand tu vas voir ailleurs, tu te rends compte que quand tu reviens, finalement, de loin, tu prends le recul de te dire, en France, on est très bien, très très bien. Ouais, j'ai eu le même sentiment en revenant de mes études en Angleterre où je me suis dit, la France, c'est un. Voilà. Pourtant, je parle de l'Angleterre, encore une fois, j'ai été bluffé, c'est un très beau pays, mais je me suis dit, comme toi, Ouais, la France, c'est un beau pays quand même. ouais, Selon mes recherches, tu es né en Ile-de-France, tu es né à Suresnes, en 92. c'est ça. OK. Ouais. Et bien là, pour le reste, c'est toi qui vas faire le boulot. Dans l'histoire de la famille, alors c'est vrai, on a parlé de la relation avec ton frère, du fait que vous soyez tous les deux dans le foot, on en a entendu parler plusieurs fois. Moi, je veux plus m'attarder sur le début, avant que le foot arrive de manière très sérieuse. Quelle était la vision du foot? Comment c'est rentré dans ta vie? Le niveau social, entre guillemets, de votre famille, comment ça se passait? Bah, donc, tu l'as dit, je suis né à Suresnes. Ensuite, j'ai grandi à Colombes, dans le 92 aussi, à Mhm. 500 mètres du stade de Colombes. Un stade mythique où il y a eu les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. Et un club mythique aussi, le Racing. Et en fait, mon grand-père, donc le père de ma mère, a été dirigeant au Racing. Et donc, mon père jouait, a été aussi entraîneur, dirigeant au Racing. Donc, nous, on a Ouais, baigné dans le foot et dans le Racing sans s'en rendre compte. En fait, on pensait que c'était normal. Et c'était une enfance plutôt normale par rapport à ça, quoi. Foot et Racing. Et j'ai eu la chance de gravir les échelons au Racing. Mais voilà, moi, j'allais à l'entraînement pour jouer avec mes potes. Je jouais en bas de l'immeuble pour m'amuser avec mes potes aussi. Et c'est devenu sérieux à partir de 16 ans, quand il y a eu des clubs qui se sont intéressés à moi et que je suis parti au centre de formation à Lille, du coup. mhm. Mais jusqu'à 16 ans, franchement, voilà, j'avais pas d'ambition dans le foot, en fait. C'était de m'amuser avec mes potes, de prendre du plaisir et de m'amuser surtout. C'était ça le plus important. Mais le côté sérieux, il arrive quand alors? Côté sérieux, à 16 ans, je te dis, quand j'ai été sollicité par plusieurs clubs pour aller au centre de formation. Ouais. Mon frère était déjà parti en centre de formation à Lens, lui. Mhm. Et donc, nous, on n'est que deux frères dans la famille. Donc, mes parents m'ont dit, écoute, ton frère est parti en centre de formation, toi, tu es sollicité, tu as l'opportunité d'y aller aussi. Mais c'est pas parce que ton frère est parti que tu es obligé de le faire. Ouais. Et j'ai trouvé ça cool de me dire ça, tu vois. Maintenant, c'est quelque chose qui me plaisait aussi. Et ce qui m'a poussé aussi, c'est que j'avais des potes qui étaient dans mon équipe qui auraient voulu être à ma place et Ouais. qui n'ont pas eu la chance de partir en centre de formation pour certains. Mhm. Et je me suis dit, pour eux, je suis obligé d'aller là-bas et de jouer ma carte à fond et de pas avoir de regrets et de faire les efforts pour pas avoir de regrets, justement, ni pour moi, ni pour eux. Et si j'arrive à passer pro à un moment donné, voilà, c'est pour ma famille et c'est aussi pour mes potes que c'était très important, pour Ouais. ces amis-là aussi, de tout faire, de travailler, d'être sérieux pour pas avoir de regrets. Et après, tu réussis ou tu réussis pas. Tu as de la chance au bon moment pour réussir aussi. Mais voilà, je voulais pas avoir de regrets par rapport à eux. Les obstacles majeurs qu'on rencontre quand on est dans un centre de formation, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, quand je pose cette question, on me dit bah, c'est l'éloignement ou c'est le côté compétitif du football, un petit peu la concurrence alors qu'on est jeune. Toi, est-ce que du fait d'avoir baigné dans le foot depuis les couches, est-ce que ça aide à digérer ça un petit peu, à être mieux préparé? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais baigné dans le foot, mais dans le foot amateur, en fait. Ouais. Même si le Racing était un club bien structuré, qu'à un moment, il y avait un centre de formation, un club pro avec le Matra et tout ça. Moi, j'ai pas connu ça, c'était le foot amateur.
Et donc, quand tu arrives au centre de formation, tu t'aperçois en fait que c'est la jungle. C'est la jungle parce que tu es dans un centre de formation, nous on était une quarantaine. Et c'est une jungle spéciale parce qu'en même temps, tu es avec tes concurrents, mais tu es avec tes amis, tes potes de galère avec qui tu souffres, avec qui tu vis des moments difficiles des fois. Et ça devient des amis. Et voilà, j'ai gardé des amis du centre de formation, une amitié incroyable parce que tu vis des moments dans un internat que tu peux pas vivre autre part en fait. Le fait d'avoir un frangin qui est aussi dans le foot, qui est déjà parti avant toi, etc., cette maturité-là, elle vient aussi un petit peu de ça ou c'est vraiment ta personnalité à toi? Peut-être, tu as raison. Je pense que c'est ma personnalité au départ. Mais c'est vrai que lui a vécu les choses, il est 3 ans plus vieux que moi, donc il a vécu les étapes que j'étais en train de passer 3 ans Ouais, avant moi. ouais. Donc je l'appelais pas tous les jours, mais on est quand même assez proches. Et si j'avais un problème ou une interrogation ou une inquiétude, je pouvais l'appeler et lui dire, tiens, je traverse ce moment-là en ce moment. Toi, je sais que tu es aussi passé par là il n'y a pas longtemps. Voilà, comment on fait pour s'en sortir à ce niveau-là, quoi. Donc, ça a été rare, mais chaque fois, je savais que je pouvais compter sur lui parce que c'était la personne la plus à même à me donner ses conseils parce qu'il était passé par là et que c'était mon frère et qu'il voulait que du bien pour moi. T'as triché, quoi. En gros, t'avais un frère qui était dans la partie, t'es un Un tricheur. petit peu, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai profité de son aide. Bon, on termine avec les questions des fans. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir avec l'OM? Le titre. Le- Quand Sans je suis sur le hésitation. bus au Vieux-Port, bus impérial, et que tous les supporters sont là, ouais, franchement, tu vois les visages les uns après les autres des gens qui sont là, qui attendaient ça depuis 17 ans, et même maintenant, là, ça fait plus de 10 ans, quand je retourne là-bas, même partout où je vais, et que je tombe sur un supporter, on parle de ça, le titre de 2010. Voilà, c'est des souvenirs et c'est un moment magique parce que je pense que le titre de champion de France, t'es récompensé sur 38 journées. À l'OM, je pense que c'est encore plus dur qu'ailleurs de le gagner parce qu'il y a plus de pression. Tout est exacerbé, comme je te disais, les moments de crise sont plus compliqués et tout. Ouais. Mais quand tu gagnes, c'est encore mieux. Et la deuxième, c'est qui est vraiment le plus fort entre Bruno et toi? C'est à toi qu'il faut poser cette question. C'est pas à moi que. Ah ouais, toi Ah, mais qui moi, je dirais la as l'air réponse à d'être un bon Bruno parce que tu suiveur vas être de. vexé. Non, Ouais, voilà, on a toujours été comparés. Tu peux pas empêcher les gens de comparer quand t'es ouais, frère ou fils d'eux ou père d'eux. Là, il y avait un ouais. super reportage d'Olivier Dacour sur Canal qui était Super, super reportage. magnifique, Ouais. magnifique. Je me suis régalé de regarder ce reportage très bien fait et ça t'explique un petit peu ce que tu peux ressentir quand t'es frère d'eux ou père d'eux ou fils d'eux. C'est toujours cette comparaison. Moi, je le prends comme un atout. Il a franchi les étapes avant moi et donc c'était la personne la plus à même de me donner les réponses que je pouvais chercher au moment clé. Quel joueur t'a le plus marqué dans ta carrière? Ouais, c'est compliqué. Franchement, il y a des joueurs qui m'ont. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est trop dur. Si je t'autorise d'en avoir trois. Ah, on va parler du plus talentueux qui ressort à chaque fois. Ça va être Athème, bien sûr. Ouais, Lui, il m'a marqué par sa faculté à trouver la solution quand tu penses qu'il n'y en a pas. Ou ouais. quand tu penses que la solution elle est à gauche, lui, il va aller à droite. C'est là où il était très fort. Ouais, Ouais. je vais parler d'Athème par rapport à son talent, bien sûr. Bah, du coup, celle d'après, c'était le joueur le plus impressionnant à l'OM, mais du coup, tu m'as répondu. Quelle personnalité, coach ou président, t'as le plus marqué dans ta carrière? Eric Guéret, tu me disais? Eric Gerrits, mais ouais, voilà, meilleur coach pour moi. Maintenant, peut-être Vaïd. Comme c'est le premier coach que j'ai eu en pro, c'est lui qui m'a fait monter avec le groupe pro, c'est lui qui m'a fait confiance et en même temps qui m'a mis à l'amende souvent, Ouais. mais qui m'a permis de m'endurcir aussi. Et voilà, comme je te disais, quand tu as eu Vaïd au début de ta carrière, après tout est beaucoup plus facile. Il y en a beaucoup qui ont souffert sous les ordres de Vaïd. Tu vois, Tous, 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 tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas souffert. Je t'arrête tout de suite. Bah, j'en parlais avec Edouard Cissé qui m'a expliqué du coup la notion de loft, mais avec du coup lui il a subi un petit peu les foudres du coach Vaïd. Toi, ta relation avec lui à l'époque, elle est comment? Parce que tu es tout jeune, tu débarques dans le monde pro. Comment Vaïd aujourd'hui il est représenté dans ta tête, dans ton souvenir? Vaïd, moi, l'anecdote que j'ai avec Vaïd, c'est justement quand j'avais 18 ans que je commence avec le groupe pro. Je suis en pleine forme, je suis en pleine bourre, en beaucoup de fougue, beaucoup de caractère. Et je veux arriver dans le groupe pro et je veux tout casser. Je m'y suis mal pris. Et à un moment, on fait une opposition et il me reprend sur un de mes choix où je devais faire la passe avant ou après, je sais plus exactement le truc.
Et donc, il arrête le jeu, il dit, hey, petit, tu dois faire la passe là. Et en fait, moi, j'étais persuadé que je ne devais pas faire la passe là. Et devant tout le monde, je dis, bah non, coach, si je n'ai pas fait la passe là, et j'argumente en fait. Pourquoi je n'ai pas fait la passe là? C'est parce qu'il y avait un autre coéquipier qui était ouvert de l'autre côté, que c'était mieux de jouer de l'autre côté, tout ça. Et en fait, tout le monde s'arrêtait de parler, tous les anciens ils se sont arrêtés de parler. Et moi, c'est là où tu dis tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que tu t'es pris des gifles dans le groupe pro et tout ça? Bah, ça, c'était une belle gifle parce qu'il m'a dit, petit, petit, petit. Tu as 18 ans, tu es petit, tu es tout petit, fais pas philosophe avec moi. Si tu veux parler, c'est après dans le bureau. Mais ici, c'est moi patron, c'est moi qui parle. Tu dois faire la passe là, tu fais la passe là. Tu vois, les anciens, après, ils m'ont dit, tais-toi, ferme-la. Tu as raison, mais ferme-la, c'est lui le boss, c'est lui le coach. Et tu es jeune, dis rien parce que tu vas avoir plus de problèmes que de trucs. Et ça, c'est des trucs que tu apprends au fur et à mesure. Et voilà. Et maintenant, quand je le croise, il m'appelle philosophe parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Ce qui est bien, c'est que ça reste une bonne anecdote. Ça reste une anecdote positive. Et du coup, il y a du monde, tu me parles des anciens qui t'entouraient et qui ont été quand même bienveillants sur ce coup-là. Toi qui vois le foot d'aujourd'hui avec ton œil de consultant, donc très avisé et très proche de ce qui se fait dans le foot, est-ce que tu retrouves cette bienveillance-là quand tu vois les gamins qui débutent? La bienveillance, je ne sais pas, il y a des règles qui ont changé en fait. Moi, quand je suis arrivé dans le groupe pro, déjà, je n'étais pas dans le vestiaire des pros, j'étais dans un petit vestiaire à côté pour bien me faire comprendre, OK, tu as des qualités, tu n'es pas loin, mais tu n'es pas encore pro. Tu t'entraînes avec les pros, mais tu es dans le petit vestiaire à côté. Je ne vais pas te dire vraiment à l'ancienne que j'ai nettoyé les chaussures des pros et tout, c'est pas vrai. Par contre, à l'entraînement, c'est moi qui portais les buts quand il fallait bouger les buts, qui ramassait les ballons à la fin de la séance parce que j'étais jeune et je trouvais ça normal. Et j'étais limite honoré de faire ça parce que mes potes qui avaient le même âge que moi, ils étaient en CFA et c'était les patrons en CFA. Mais moi, j'étais le petit en pro et je préférais être le petit en pro que le patron en CFA. Et maintenant, il n'y a plus ça parce que dans tous les clubs, il y a 10 000 personnes qui s'occupent de porter les ballons, porter les affaires, le truc et tout. Et je trouve que ça s'est perdu un peu après. Je pense que la bienveillance des anciens par rapport aux jeunes, c'est une question de personnalité. Il y a des joueurs qui l'ont ce truc et d'autres qui l'ont pas. Bon, eh ben, monsieur Chérou, on a bouclé ça. Ça y est, c'est fini. Ouais, c'est bon, je te libère. Ça y est, la torture est terminée. Ça va, t'as passé un bon moment? Non, c'était cool, ouais, merci. Bah, merci à toi. Merci à toi. C'est ce que j'ai préféré. Comment? Tu me demandes pas ce que j'ai préféré? Non, j'ai pas envie de savoir. D'accord. Non, dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré, sérieusement? Je vais te dire quand même, c'est de voir ce sapin s'illuminer de plus en plus derrière parce que la pénombre commence à arriver dans la pièce. Et là, je kiffais de plus en plus. C'est vrai, t'es heureux? Et je suis déçu que ça s'arrête pour voir que la lumière du sapin derrière. Eh bien, si t'es heureux, moi, je suis content. Bon, bah, je te remercie. Je t'embête pas plus longtemps. Les autres, merci à toi. Rendez-vous très vite pour d'autres call interviews avec d'autres invités, d'autres anecdotes de folie parce que c'est comme ça qu'on aime le foot. Ciao.